Alors messieurs, dames, je vous le dis déjà d'avance, c'est bon la liberté, c'est bon, mais c'est bon, nom de Dieu, comment c'est bon. Aïe, bra. Là maintenant... Décembre 2018, Chino nous criait toute sa joie à sa sortie de la prison de Marchand-Famenne. Alors avec moi ce soir pour évoquer ce passage difficile de l'enfermement à la liberté, Olivia Nederland. Olivia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur aux facultés universitaires de Saint-Louis et vous êtes professeur également à l'ULB. Et j'aurais voulu avoir votre réaction sur la joie de Chino. Mais on peut la comprendre, la liberté c'est un de nos droits humains les plus fondamentaux. C'est d'ailleurs pour ça que la peine privative de liberté, la peine de prison, fait l'objet de toute une série de garanties et que les prisons sont aussi sujettes à divers contrôles indépendants pour vérifier les conditions de détention dans lesquelles les personnes détenues sont enfermées. Conditions pas toujours optimales. En effet, on pourrait croire qu'en Belgique, on vit dans une démocratie où nos droits humains fondamentaux sont respectés. Eh bien, malheureusement, souvent, la Belgique ne passe pas le test. Elle s'est fait condamner à maintes reprises pour les conditions de détention dans certaines de ses prisons par la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi par le CPT, donc le Comité européen pour la prévention de la torture, qui fait des contrôles dans les diverses prisons du Conseil de l'Europe et qui a, à maintes reprises, fait des constats suite à ses visites en Belgique pour dire que les conditions de détention en Belgique ne respectent pas les droits fondamentaux. Voilà, un rappel glaçant. Merci Olivia pour ce rappel. On y reviendra tout au long de cette émission sur ces conditions de détention. Mais avant d'aller plus loin, à vos côtés, il y a également Stéphanie Yala. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes travailleuse sociale. Non, on ne peut pas dire travailleuse sociale vraiment, mais en tout cas, vous êtes à la base de la création de l'ASBL Transit Insert. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Simon Postal, vous êtes membre du réseau RAJ1 Réinsertion. Bonsoir. Continuité dans la réinsertion, tout à fait. Bonsoir. Voilà, la réinsertion, c'est aussi l'autre grande thématique de cette émission de ce soir. Cette émission qui s'inscrit dans le cadre des Journées nationales de prison. Olivia, vous nous en direz un petit mot à la fin de cette émission. Alors, Stéphanie Alain, peut-être me tourner vers vous. Est-ce qu'on n'a pas tendance à penser que tout se clôture comme ça, par magie, avec la libération du détenu, il arrive à la fin de sa peine ou avec les conditions qu'il faut pour une libération anticipée et puis on ouvre la porte de la prison et voilà, c'est à lui de faire la suite. C'est ça. En fait, une fois que la personne sort de prison, arrive cette phase qui suit, c'est maintenant que je suis dehors, qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment je réintègre une société que j'ai quittée peut-être parfois 5 ans, 4 ans, 10 ans, dépendant des peines que la personne a pu avoir. Et donc, comment je m'y prends aujourd'hui? Et souvent, dans les discours, en tout cas de pas mal de sortants de prison que j'ai pu côtoyer, c'est cette notion de double peine. Je suis sortie, j'ai été incarcérée, donc j'ai été sanctionnée par la société. Et maintenant que je suis dehors, il y a une nouvelle réaction sociale, c'est cette étiquette qui m'est accolée limite à jamais. Et donc on se rend compte que oui, il y a cette joie de quitter cet univers strict et fermé que j'ai connu pendant un certain nombre de temps, pour certains un certain nombre d'années. Mais par contre, alors que je sors, je suis plus en phase avec cette société. Et donc du coup, comment est-ce que je peux réintégrer cette société-là, mais aussi... est-ce que je pourrais me réinsérer à nouveau? Parce que la réinsertion, c'est pas qu'une affaire de volonté, c'est aussi une affaire de possibilité. Alors, cette question de la réinsertion, Simon Postal, est vraiment au cœur quand même des réflexions politiques. Alors, bien entendu, chaque parti y va de sa solution, mais on ne peut pas dire qu'elle est absente. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'association qui œuvre en la matière. Et pourtant, tout ne va pas si bien dans cette matière, non? Non, effectivement. J'ai la chance de pouvoir travailler dans deux associations différentes, donc le réseau RAJ dont vous avez parlé précédemment, mais également l'ambulatoire Forêt, qui est un service spécifique d'aide aux détenus, spécifique parce qu'il s'adresse à un public précis, c'est-à-dire le public consommateur en prison. On a la chance de travailler aussi bien en carcéral qu'en post-carcéral, et donc là, je pense que c'est effectivement une grande richesse, quelque chose qu'il faut appuyer. Le fait de pouvoir effectivement déjà commencer un travail pendant la détention avec les gars qui sont là, qui ont du temps qui est souvent perdu malheureusement et qui peut après se continuer pour la suite, même parfois durant plusieurs années. Et je pense qu'effectivement ce travail-là est tout à fait intéressant à souligner. Et des difficultés, effectivement, il y en a tout le temps et on les rencontre vraiment assez facilement. Il suffit de se dire que pour sortir, il faut un logement. Comment est-ce qu'on a un logement quand on est en prison? Il faut avoir des papiers. Comment est-ce qu'on fait pour remettre une carte d'identité en ordre quand on sort?
une fois par mois et que maintenant, en plus, avec le Covid, en l'occurrence, on se retrouve bloqué à devoir prendre des rendez-vous qui sont difficiles à faire coordonner. Enfin, il y a plein de choses qui, malheureusement, sont un parcours d'embûche, en fait. Mais plus précisément, et c'est une question sur laquelle j'aimerais vous entendre tous les trois, comment expliquer ce paradoxe entre l'attention que porte le politique, en tout cas dans les discours, à la réinsertion, le fait qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe rien sur le terrain, puisqu'on parlait de constellation d'associations en préparant cette émission, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, et en même temps, quand on dresse le constat de la réinsertion, j'ai l'impression que c'est compliqué. Pourquoi ce paradoxe, à votre avis ? Olivia, peut-être pour commencer. Moi, je pense que voilà, c'est au-delà du thème pénitentiaire, il y a la problématique de la complexité institutionnelle belge qui joue. Voilà, on en a parlé déjà avec les autres intervenants. C'est la morcellation, le problème d'îlotage. Voilà, il y a de nombreux services qui existent et qui sont tous très spécifiques et qui agissent sur un pan de la réinsertion. Mais on se rend compte que globalement, le logement ne fait pas partie de la même compétence que la justice, qui ne fait pas partie du même portefeuille de compétences que la maison de justice, qui ne fait pas non plus partie du même portefeuille de compétences que l'emploi. Et donc, pour avoir des politiques coordonnées, c'est très compliqué. Il existe des textes, des accords de coopération qui prévoient des structures de coopération, mais qui ont du mal à se réunir et à se retrouver et en parler. Donc voilà, on est dans cette problématique de manque d'approche globale de la réinsertion, où la personne condamnée va devoir s'adresser à de multiples intervenants pour avoir des réponses. Et ça, c'est très compliqué. C'est déjà compliqué pour les acteurs, mais depuis la prison, c'est encore plus compliqué. Et c'est d'ailleurs ce constat, Stéphanie, qui vous a amené à créer votre ASBL, puisque c'est vraiment ça que vous voulez, essayer d'apporter un tout petit peu plus de globalité dans l'approche, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que du coup, moi, je suis d'origine martiniquaise, donc liée à la France, et donc j'ai été quelques années en France, et durant ces années-là, il y a eu tout un ensemble de travail dans le monde associatif. Et en fait, il y a eu ce constat-là. Ah tiens, je sors, mais je suis laissée pour compte. Ah tiens, je vais devoir trouver un travail, mais est-ce qu'on va vouloir de moi avec mon casier judiciaire, etc., etc. Et pourtant, c'est vrai, il existe des institutions, il y a des choses qui sont mises en place. Alors la question se posait de savoir, mais tiens, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce discours-là ? Surtout que par la suite, en venant ici en Belgique pour faire cette formation en criminaux et ouvrir cette structure, mais le discours était le même. Et en fait, il y a eu cette prise de conscience qu'il existe pas mal de choses, mais il y a besoin de liens entre ces choses-là et de pouvoir aborder le sujet et la thématique de la réinsertion de manière holistique. Et donc, du coup, c'est parti de là. C'est parti de cette volonté de se dire, OK, donc la personne, après la prison, doit se développer, évoluer. OK, comment on peut investir dans l'humain pour favoriser un développement personnel ? La personne doit se réinsérer professionnellement. Comment faciliter son retour sur le marché de l'emploi ? Elle doit trouver un logement. Comment faciliter son accès au logement ? Justement, sur ces deux dernières questions, sur ces deux derniers points, le travail et le logement, c'est quand même le cœur de l'insertion. J'ai même pas envie de dire de réinsertion, d'insertion. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les détenus, dans leur grande majorité, trouvent soit un emploi, soit un logement, voire carrément les deux ? Rêvons un peu. Est-ce que c'est le cas ? Je dirais qu'il faut pas dire qu'il n'y en existe pas. Il y en a qui réussissent. Mais c'est vrai, je pense que vous me rejoindrez de cela. Ceux qui réussissent, c'est une quantité moindre, quoi, malheureusement. Quelles sont les difficultés ? Les difficultés, en tout cas, par rapport à ce qui revient souvent, c'est si je prends l'accès au travail, tout de suite, il y a ce côté, oui, j'ai un entretien bientôt, c'est un des discours que j'avais pu avoir, mais on va me demander mon casier judiciaire. Alors, est-ce que vraiment je vais avoir le poste pour lequel je postule ? Par rapport au logement, ce qui n'est pas évident, c'est que ça vient s'axer dans une réalité qui est déjà présente, à savoir que l'accès au logement pour tout un chacun, déjà, c'est compliqué. Et donc, du coup, encore plus pour les personnes à profil post-carcéral, c'est encore plus compliqué. Moi, en contactant certaines institutions, j'avais le discours et qui disait que c'est vrai que s'ils savent que les personnes sont accompagnées, ça a du poids dans la considération de leur dossier. Parce que ça donne la sensation qu'il y a vraiment un projet qui est suivi, qui est solide et autres. Et donc, il y a vraiment comme un besoin d'assistance et d'accompagnement qui se veut adapté, mais aussi une assistance qui se veut collaborative finalement, avec d'autres institutions qui existent dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement. Il y a vraiment ce besoin-là, ouais.
Ça veut dire que l'encadrement, le soutien aux détenus, c'est important. Sans ça, c'est l'échec. C'est voué à l'échec, Simon Postal? C'est pas forcément voué à l'échec. En tout cas, j'espère que ce n'est pas voué à l'échec. Mais c'est très compliqué de se débrouiller tout seul face à des questions aussi importantes que l'emploi et le logement. Même en étant suivi, ça reste compliqué. Le frein du casier judiciaire, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer vraiment très très facilement dès qu'on cherche à travailler. Ne serait-ce que hier, j'ai eu l'occasion de voir un gars que je suis qui était tout fou parce qu'il avait eu un contrat, c'est 1 mois. Si ça se trouve, il en aura plus après, mais c'est déjà ça. Et on se dit, voilà, c'est une première expérience. On parle du casier judiciaire, mais quand on répond à une offre d'emploi, il faut faire un curriculum vitae. Comment est-ce qu'on indique 10 ans de blanc sur ce curriculum vitae? Si on a travaillé en détention, ce qui peut arriver, on peut parfois faire valoir une expérience de servant ou des choses comme ça au sein de la prison et les noter telles quelles sur le CV. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Très peu de détenus ont accès au travail en détention. Ouais. Et donc, c'est difficile d'avoir un curriculum. Déjà, rien que ça, c'est aussi un frein intrinsèque au fait qu'ils ont été en détention. Et sur la question du toit, du logement? Le logement, de l'expérience que je peux avoir, j'ai l'impression que c'est très difficile déjà d'accéder à un logement comme tout un chacun, effectivement, et qu'on a souvent un parcours par les maisons d'accueil lorsqu'on est détenu, ce qui peut poser des problèmes lorsqu'il y a des conditions, effectivement, où on dit, il ne faut pas fréquenter tel type de personne ou ne pas se retrouver dans telle zone géographique. On se retrouve dans une maison d'accueil et malheureusement, il y a des personnes qu'on ne peut pas fréquenter. Et ça peut mettre à mal le plan de reclassement qui a été pensé en amont. Et donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, en 2021, il n'est pas rare qu'un détenu qui sorte aille directement dans une maison d'accueil pour sans-abri. Ça n'est pas rare. Ça existe. Ça existe. Et là, ce qui est dramatique en plus, c'est que ça met en concurrence deux publics, le public du sans-abrisme et le public carcéral. Une réaction, malgré tout, Olivia, sur ça, même si vous n'êtes pas travailleuse sociale, c'est vrai, mais malgré tout, c'est quand même insensé de se dire qu'aujourd'hui, pour certains détenus, on ne va pas dire la totalité, c'est ce que la société offre aux détenus qui sortent de prison, c'est une place dans un foyer pour sans-abri. Tout à fait. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'on se dit qu'en fait, la prison est à la base utilisée pour les personnes qui n'ont pas de logement ou qui n'ont pas d'emploi. Parce que je ne suis pas criminologue, mais toutes les études qui ont été faites sur la façon dont les juges prennent leurs décisions, que ce soit avant même le jugement pour le recours à la détention préventive ou pour le choix de la peine privative de liberté, la peine de prison plutôt qu'une peine de travail ou une peine alternative, et puis après pour l'accès à la libération conditionnelle, à tous les stades, le fait de ne pas avoir de logement et le fait de ne pas avoir d'emploi vous conduit à la prison par rapport aux autres. Donc on a déjà une discrimination en amont, puis forcément c'est encore plus compliqué après un passage pour la prison d'avoir accès à des ressources auxquelles on n'avait déjà pas accès avant d'être envoyé en prison. Donc en fait il devrait y avoir une sorte de discrimination positive, qu'on devrait préserver certains logements et certains emplois expressément pour ces personnes, puisqu'on sait que ce sont des causes qui ont mené à la prison. Donc forcément, si on veut agir dessus, il faut axer des politiques qui donnent une priorité à l'emploi et au logement à ce public-là. Raison pour laquelle, et vous allez l'entendre, les derniers jours, les dernières semaines avant la libération sont pour le détenu extrêmement pressurisants. Je vous propose d'écouter à nouveau Chino. Ce qui est vraiment un peu perturbant, c'est que tu te dis, j'ai passé 4 ans sans problème, et les derniers jours qui te restent, tu as même du mal à regarder la porte. C'est fou, hein? Tu as du mal à regarder la porte. Je vais te le dire honnêtement, par exemple, moi j'avais mon lit qui était, donc mes coussins et tout, étaient en direction de la porte. J'ai changé tout. J'arrivais plus. J'arrivais, en fait, limite, après 4 ans, mais c'est un délire, quoi. Parce qu'il y a une théorie qui te dit, le plus dur, c'est le début et la fin. C'est pas des conneries, hein. Surtout la fin, c'est le plus dur. Et te dire, en plus de ça, te dire, mais je viens de passer 4 ans, qu'est-ce qui m'arrive? C'est le fait que le jour J arrive et que tu vas devenir un homme libre et tu vas plus être considéré comme un détenu. Alors Olivia Nederland, la loi prévoit un plan de détention censé préparer le terrain de la libération. Or Chino n'en avait pas à sa sortie de prison. Il a seulement dû faire face au tribunal d'application des peines afin d'exposer ses projets à sa sortie de prison en matière de logement et d'emploi. On y revient. À vos yeux, est-ce que ça peut suffire pour garantir une sortie, j'ai envie de dire, la plus saine qui soit ?
Mais donc, là, de nouveau, je peux renvoyer aux études criminologiques qui existent, qui montrent qu'une sortie encadrée, assistée, permet effectivement d'empêcher plus la récidive qu'une sortie où on se retrouve à la rue avec un ticket de métro, un ticket de repas alimentaire et puis au revoir. Mais effectivement, ce qu'on constate, c'est que les moyens déployés au sein de la prison pour préparer la sortie restent insuffisants. Il y a un budget qui est consacré par la Fédération Wallonie-Bruxelles du côté francophone. Au niveau fédéral, il y a certaines choses pour le travail pénitentiaire qui sont mises en place, mais ça reste très très limité. Cela dit, pour obtenir une sortie encadrée, il faut présenter au tribunal de l'application des peines un plan de réinsertion solide qui comporte un emploi, qui comporte un logement, qui comporte des suivis pour nos problématiques potentielles d'assuétude et autres. Et donc, beaucoup de personnes n'arrivent pas à mettre en place toutes ces exigences depuis la prison, puisque si on n'a personne à l'extérieur pour nous aider, et vu l'aide insuffisante en prison, c'est compliqué de mettre tout ça en place. Donc ces personnes-là, elles sortent sans aucune assistance, donc c'est compliqué. Pour celles qui arrivent à mettre tout ça en place, elles peuvent sortir dans le cadre d'une libération encadrée, mais je pense que la libération conditionnelle, les chiffres le montrent, elle reste pour peu de personnes parce que tout le monde n'arrive pas à mettre ça en place. Donc pourquoi finalement ne pas, puisque d'ailleurs rien dans la loi n'exige d'avoir un plan de réinsertion à ce point concrétisé. Quand on est face à une situation où on sait qu'on n'aura pas plus de moyens que ceux qu'on a actuellement pour préparer la réinsertion dans les prisons, pourquoi n'a-t-on pas un système où on se dit on octroie la libération conditionnelle avec pour condition de rechercher de façon assistée un emploi et d'avoir par exemple des logements tampons pour certaines personnes le temps qu'ils trouvent un autre logement. Les démarches, on le sait, sont beaucoup plus simples à réaliser hors de la prison que dans la prison. Et donc, il faudrait faire évoluer effectivement les choses pour que ce soit des conditions de mettre ces choses en place dès la sortie, mais les mettre en place depuis la prison, on sait que c'est illusoire et ça laisse du coup un grand nombre de personnes hors du système des assistances que permet la libération conditionnelle. Et c'est ce qui est arrivé un peu à Chino. Hein. Là, il glisse en mars 2019, juste avant le confinement. Le parcours de réinsertion est un échec. Je vous propose de l'écouter et puis on revient sur cette situation. Je suis au balbutiement de la réinsertion. Je suis vraiment au tout début, quoi. Donc rebolote, l'histoire se répète et puis j'espère que cette fois-ci, ça va donner autre chose. À ce moment-là, il y a 2 ans, quand j'ai été libéré, j'y croyais. J'y croyais dur comme fer. Mais je pense qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas anticipé. C'était ça. C'est des tragédies qui surviennent. Qui surviennent chez tout le monde, mais voilà, chacun réagit à sa manière. Et moi, ma manière de réagir par rapport à ça, c'est la destruction. La liberté, c'est difficile parce que c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose qui est acquis. Surtout quand tu es libéré en conditionnel. Ce que veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est avec des conditions. Au-delà de ça, on te libère en te demandant en te demandant d'avoir un planning et de fait d'avoir un planning et d'avoir à côté de ça un agent de probation qui te demande encore des choses, donc en fait tu t'en sors pas en fait. Voilà quoi, c'est aider ce ver de terre à devenir un papillon quoi, mais pas laisser le ver de terre mourir dans son cocon en fait. Moi je trouve que c'est ça la conditionnelle. La conditionnelle elle est c'est laisser quelqu'un dans son... En fait, il est libre, mais il est encore en prison, en fait. Donc, quand tu es libre et tu es encore en prison, en fait, t'es pas très loin de la case prison encore, tu vois. Donc, c'est une libération virtuelle, si on peut appeler ça comme ça, en fait.
Voilà, on l'entendait en 2018, tout heureux de sortir de prison. Et puis ici, on sent le ton de sa voix qui a changé. C'est un peu un échec pour lui. En tout cas, c'est comme ça que personnellement, il le vit. Olivia, cette libération conditionnelle, en ce qui le concerne, c'est un peu un cadeau empoisonné. Vous, de votre côté, comment vous pouvez nous donner des éléments d'explication sur cette, j'ai presque envie de dire, descente aux enfers, puisque c'est un petit peu ça que j'ai pu assister quand j'ai suivi Khalid pendant ces 2 ans? Mais tout à fait. En fait, que ce soit la libération conditionnelle ou les peines alternatives ou les libérations sous condition à la place de la détention préventive en prison, tout ce qui est être dans la société mais avec des conditions à respecter, donc ce qu'on appelle la probation, c'est une énorme difficulté et c'est vraiment, ça entraîne tout son lot de souffrance et les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc on entend souvent dans les médias que la peine de travail, la libération conditionnelle, finalement c'est des cadeaux, c'est des faveurs et que en fait la vraie peine, la vraie sanction c'est la prison. Mais ça c'est pas se rendre compte de ce que c'est effectivement vivre constamment avec des conditions, une longue liste de conditions à respecter, toujours sur la menace de retourner en prison. Et effectivement, on constate, par exemple, dans les jugements qui octroient la libération conditionnelle, que les conditions, il y en a parfois une vingtaine. C'est ne pas aller dans des débits de boissons, ni des restaurants, ni dans des bars, ni dans des boîtes de nuit, ne pas sortir après telle heure, ne pas fréquenter des ex-détenus. Alors bon, forcément, on en fréquente des ex-détenus quand on fait les mêmes suivis, quand on va aux mêmes maisons de justice, quand on a eu des liaisons avec certaines personnes qui ont aussi un casier. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne croit pas en la réinsertion, si on peut jamais fréquenter des personnes qui ont un passé carcéral, obligé de faire un tel suivi, même s'il n'a pas de sens pour nous, obligé de faire tel suivi financier, même si c'est... Donc en fait, comme il l'a dit dans cet extrait, Chino, on multiplie tellement les engagements, alors que c'est déjà tellement difficile de retrouver ses marques à la sortie de prison, qu'on peut se sentir complètement dépassé, harcelé par cette mesure, et en fait finir par baisser les bras. Finir par baisser les bras ou renoncer à cette libération conditionnelle. Simon Postal, est-ce que vous avez constaté chez vous aussi des personnes, des détenus qui préfèrent aller à fond de peine pour en finir avec tout ça? J'ai déjà pu entendre ce genre de discours, effectivement, où le gars dit « moi, je veux aller à fond de peine ». Maintenant, la notion de vouloir aller à fond de peine, effectivement, est discutable, comme on avait pu le souligner. Parce qu'effectivement, c'est des conditions, c'est une pression. Pour ne citer qu'une autre modalité d'application de la peine, il y a la surveillance électronique. Un gars m'expliquait, voilà, je rentrais 1 minute plus tôt chez moi que l'heure à laquelle je devais rentrer. J'avais une petite notice à la commission de surveillance de ma surveillance électronique, et j'en ai eu comme ça des centaines. Et du coup, au tribunal, quand on a dû réexaminer ma surveillance électronique, ça a été sujet à controverse, alors que tout ce que je faisais, c'était rentrer 1 minute plus tôt parce que j'avais eu le bus d'avant ou le tram qui était arrivé un peu plus tôt. Et c'est une pression effectivement mentale, le fait d'être dehors, qui est vraiment considérable pour ces gens. Ils ont été infantilisés pendant parfois des années à leur dire quand est-ce qu'ils doivent se lever, quand est-ce qu'ils doivent manger, quand est-ce qu'ils doivent aller aux toilettes, se laver, enfin vraiment tout. Et ils se retrouvent dehors avec un agenda à devoir respecter, des rendez-vous à honorer, plus toute une série de conditions. C'est des fois complètement intenable pour eux. Et vous, pourtant, vous ne perdez pas espoir, Stéphanie, puisque vous créez cette nouvelle association dans un secteur, celui des prisons, où on a le sentiment qu'on tourne un peu en rond comme ça et que c'est souvent les mêmes problèmes qu'on pointe du doigt sans pouvoir les résoudre. Exact, et c'est pour ça que sans avoir la prétention de dire qu'on a la solution, je suis animée de la vérité selon laquelle il ne faut jamais essayer d'essayer, quoi. Et donc du coup, ici, c'est de réaliser qu'effectivement, il y a une problématique qui est là, mais de plus en plus, je suis animée de la pensée que la réinsertion, c'est pas l'affaire juste d'une personne, c'est l'affaire de toute la société, en fait, au final de compte. Parce que si je me réinsère, ça veut dire que je dois trouver un travail. Donc en gros, les entreprises font partie de ma réinsertion. Si je me réinsère, je dois trouver un logement. Donc les institutions et autres relatifs au logement font partie de ma réinsertion. Si je me réinsère, c'est aussi pour retisser du lien social aussi avec la société, vis-à-vis de laquelle j'ai commis un acte infractionnel. Donc du coup, il y a une réaction sociale au crime que j'ai commis. Hop, je suis labellisée de criminel, etc. Mais maintenant que je la réintègre, je dois travailler à recréer du lien avec elle. Et donc, en fait, ce qui en mon sens, rend difficile aussi la réinsertion, c'est qu'il y a un décalage entre la volonté de se réinsérer, et donc tout ce qu'on peut en dire, et une société qui n'est pas toujours préparée
à faire sa part dans la réinsertion. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de pouvoir aussi travailler à créer un réseau, en fait, un réseau de partenaires composé de différents acteurs de la société, des entreprises, des institutions de logement, des associations bénévoles, enfin, tout type d'institutions, y compris les politiques. Pourquoi ? Pour travailler justement à développer ensemble une société plus inclusive et une société où se développe davantage la culture de la seconde chance. Parce qu'un acte qui a été commis ne définit pas la personne. Alors ça, c'est fondamental, je pense que Stéphanie vient de dire, c'est finalement tout changement ne passera-t-il pas par un changement de regard de la société sur la prison, Olivia, c'est pas ce changement-là qu'on attend de tous nos voeux ? Tout à fait, il y a une responsabilité collective qu'on interroge très peu forcément dans un système pénal qui est axé sur la responsabilité individuelle et qui du coup ne sera jamais la solution à des problèmes structurels qui eux ne changeront jamais. Alors la réponse pénale est fort démagogique, elle donne l'impression qu'on fait quelque chose, c'est un peu facile en fait pour les politiciens de dire on va criminaliser telle nouveau problématique plutôt que vraiment socialement s'emparer du problème. Et c'est là vraiment tout l'enjeu des Journées nationales de la prison dont on parlait, c'est en fait si on veut vraiment faire changer les choses, il faut sensibiliser le grand public. Tant que le grand public ne sera pas convaincu du fait que la prison est un problème plutôt qu'une solution, rien ne changera. Donc, les Journées nationales de la prison ont pour objectif d'essayer de faire des événements où on ne se retrouve pas juste entre convaincus, mais où on va vraiment faire des ciné-débats, des expos photos, des témoignages comme celui de Chino que vous nous proposez, pour vraiment faire prendre conscience de tout ce dont on a parlé aujourd'hui au grand public. Et le thème de la sortie de prison, de cette rupture du lien avant-après, c'est vraiment, par exemple, le thème qui sera abordé lors d'un colloque qu'on fait vendredi prochain, le 26 novembre à l'ULB. Qui s'appelle colloque sortie de prison, les enjeux juridiques et sociologiques à la sortie de prison, où on va montrer que la peine de prison, c'est pas simplement le fait d'être en prison, c'est après comment gérer les problèmes de dette, de casier judiciaire, de logement, etc. On va revenir sur toutes ces problématiques, donc n'hésitez pas à venir et à vous inscrire, c'est gratuit. Sinon, on essaiera de filmer le colloque et de le mettre en ligne par la suite. Et on sera nombreux à le regarder parce que j'imagine que vous êtes d'accord avec nous. Simon, je vous donne le mot de la fin. Ce changement de regard, comment peut-on, nous tous, nous y prendre, nous quatre, mais aussi tous les autres militants pour un changement de paradigme en la matière, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour enfin convaincre le public de changer de regard sur la peine ? Changer de regard sur la peine, il faut s'y intéresser, il faut se rendre compte de ce que c'est, de ce que ça implique et qu'effectivement, ce n'est pas une solution. Un gars qui va faire de la détention ne va pas forcément pouvoir se réinsérer à la suite. Il va pouvoir peut-être, dans certains cas, et ça c'est génial, c'est la preuve que parfois la réinsertion fonctionne. Mais je pense qu'il faut aussi, du coup, en changeant de regard, pouvoir imaginer d'autres pistes de solutions que la détention. Je vous remercie infiniment, en tout cas à tous les trois, d'être venus ce soir évoquer ce formidable enjeu qu'est la réinsertion des 11 000 détenus, quand même. 11 000 détenus en Belgique, c'est énorme. Je pense que c'est un des plus hauts taux d'Europe. Et puis une pensée spéciale à Chino, détenu en ce moment à la prison de Marneffe et que nous remercions d'ailleurs pour son témoignage. Prochaine étape pour lui le 7 décembre prochain, où il exposera une nouvelle fois son nouveau projet de libération devant le tribunal d'application des peines. Petite pensée pour lui, et puis on suivra son histoire et on vous tiendra au courant bien sûr. D'ici là, très belle soirée à toutes et tous et à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de la laïcité.